La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution de M. Thierry Mariani invitant le Gouvernement à ne pas renouveler les mesures restrictives et les sanctions économiques imposées par l'Union européenne à la Fédération de Russie. Nous en venons à la discussion générale et la parole est à M. Thierry Mariani pour le groupe Les Républicains pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au nom du groupe des Républicains, je voudrais ce matin vous proposer une résolution invitant le gouvernement à ne pas renouveler les mesures restrictives et les sanctions économiques imposées par l'Union européenne à la Fédération de Russie. Je dis au nom du groupe des Républicains, mais je pourrais dire au nom de tous ceux qui, quelle que soit leur opinion politique, de gauche à droite, sont attachés à la fois à la paix en Europe, à la fois aux relations que nous avons avec la Russie et à la fois aussi aux intérêts de la France. Qui se souvient encore, mes chers collègues, comment tout cela a commencé? Qui se souvient comment nous sommes parvenus à ce que Jean-Pierre Chevènement qualifie de mécanique de la bêtise? La crise ukrainienne a débuté en novembre 2013, à la suite de la décision du président ukrainien Viktor Yanukovych, notoirement corrompu, de ne pas signer dans la précipitation l'accord d'association avec l'Union européenne. Chacun connaît la suite, Maïdan, coup d'État ou révolution, appelez-le comme vous voulez, un nouveau gouvernement. 2 ans après, où en est-on? 2 ans après, personne ne connaît les vrais chiffres, mais entre 9 et 11 000 morts qui, à chaque tombe supplémentaire, rend ce conflit de plus en plus difficile à résoudre. 2 ans après, où finalement ce conflit avait été ouvert à l'origine pour la non-application de fameux accords avec l'Europe, l'une des premières décisions du nouveau gouvernement ukrainien a été justement de ne pas appliquer cet accord, de le suspendre, et cet accord vient juste de rentrer en vigueur au 1er janvier 2016. 2 ans après, est-ce que l'Ukraine, qui était notoirement corrompue, est aujourd'hui un paradis de transparence? On relève quand même que dans la fameuse affaire Fonsac-Monseca, le 21 août 2014, pendant que l'armée ukrainienne perdait plusieurs centaines d'hommes, le président ukrainien, que nous sommes chargés aujourd'hui, entre guillemets, d'accompagner et de défendre, formait sa société au Panama. Bref, il y en a d'autres, effectivement, mais en tout cas, 2 ans après, Monsieur le ministre, on est loin d'un miracle en Ukraine. J'avais envie de dire, la situation est même pire. Aujourd'hui, pendant ces 2 ans, on constate aussi que ces sanctions qui pèsent sur la Russie, qui pèsent sur la France, qui pèsent sur notre économie, continuent et on ne voit pas aujourd'hui sincèrement le bout du tunnel. Alors qu'elles devaient expirer fin 2015, les sanctions économiques contre la Russie ont été prolongées une première fois en juin 2015. Une seconde reconduction des sanctions est intervenue en décembre 2015, les portant ainsi jusqu'à juillet 2016. Indépendamment des événements dramatiques survenus en Ukraine, ces sanctions, contraires aux intérêts des relations franco-russes, décidées par l'Union européenne, fortement encouragées par les États-Unis, n'ont eu d'effet que de détériorer les relations économiques qui lient l'Europe et la Russie et la France et la Russie. Ces sanctions, aujourd'hui, nous vous demandons leur levée parce qu'elles sont d'abord totalement inefficaces pour la paix. Et je rajoute, elles sont dangereuses pour notre économie. Je constate qu'à Moscou, Monsieur le ministre, vos collègues, les uns après les autres, se succèdent et appellent de leur vœu la levée des sanctions. En novembre 2015, le Premier ministre déclarait qu'il souhaitait que les sanctions puissent être levées. Et pourtant, 1 an après, ces sanctions étaient reconduites. En janvier dernier, Emmanuel Macron, en marche à Moscou, soulevait la possibilité de lever ces sanctions à l'été si les accords de Minsk étaient respectés. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, s'est aussi positionné en faveur de la levée de l'embargo russe qui aujourd'hui pénalise gravement l'agriculture française et notamment la filière porcine, là aussi si les accords de Minsk étaient respectés. Alors parlons quelques secondes de ces accords de Minsk, puisque finalement leur respect conditionne la levée de ces sanctions.
D'abord, je tiens à dire que la conclusion de ces accords de Minsk nous apparaît, et je suis dans l'opposition, je le dis très clairement, comme un succès pour la diplomatie française et comme un succès pour ce gouvernement, comme le fut en 2008 l'accord signé par Nicolas Sarkozy pour arrêter le conflit en Géorgie. Et je pense que c'est tout à l'honneur de la France de se dire que cet accord de Minsk est aussi une marche vers la paix signée grâce à nous. Mais signer un accord, c'est bien, le respecter, c'est mieux. Et Monsieur le ministre, vous connaissez la situation, est-ce qu'aujourd'hui cet accord est respecté? Cet accord prévoyait, vous le savez, un certain nombre de choses, dont notamment 4 points. D'abord, un statut d'autonomie pour les régions de l'Est de l'Ukraine, une loi électorale prévoyant de nouvelles élections, une amnistie et enfin un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est-il respecté? Aujourd'hui, il est bafoué allègrement des deux côtés, même si, grâce à ces accords de Minsk, les pertes et le degré d'intensité des affrontements a notoirement diminué. On a même eu cet été 2 mois avec un respect quasi total de ce cessez-le-feu. Est-ce que cela a pour autant permis à Kiev de voter les réformes promises? Certainement pas. Si j'en crois d'ailleurs une partie de la presse, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, en visite dans l'Est de l'Europe il y a quelques semaines, aurait tapé du poing sur la table pour enfin demander au gouvernement ukrainien de respecter sa parole et de mettre en place les réformes promises. Parce qu'aujourd'hui, les réformes promises, qu'est-ce qu'elles étaient? Le statut de l'autonomie, d'abord, un statut d'autonomie, pour les régions de l'Est de l'Ukraine. On s'aperçoit aujourd'hui que quasiment rien n'a été fait. Je dis quasiment rien, puisqu'en réalité, si une réforme a été votée pour une autonomie relative pendant 3 ans, c'est-à-dire, et Laurent Fabius l'a signalé lui-même dans l'une de ses dernières auditions devant la Commission des Affaires étrangères, bien moins que ce qui était prévu dans l'accord de Minsk, et cette réforme ne satisfait pas. La loi électorale, elle n'avance pas. L'amnistie, elle n'avance pas. Bref, Monsieur le ministre, tout ce qui doit être voté par le Parlement ukrainien, aujourd'hui, rien n'est voté. Et soyons honnêtes, qui peut penser une seule seconde que dans les 2 années à venir, la moindre réforme va enfin être votée par la Rada ukrainienne? On voit aujourd'hui, suite au changement de gouvernement qu'il y a eu il y a quelques semaines, qu'en réalité la majorité est extrêmement faible. L'un des auditeurs connaissant bien la région, auditionné il y a quelques semaines, là aussi à la Commission des Affaires étrangères, nous disait « on ne sait plus qui gouverne à Kiev ». Est-ce que vous pensez une seule seconde, Monsieur le ministre, que les accords de Minsk pourront être respectés et que ces fameuses lois seront votées? Vous savez très bien que non. Donc les accords de Minsk sont aujourd'hui dans une impasse et nos agriculteurs, je le disais, souffrent de sanctions et nos entreprises souffrent de sanctions qui sont totalement aberrantes. Vous savez, Monsieur le ministre, qu'un camembert est plus dangereux qu'un hélicoptère, qu'une carcasse de porc est plus dangereuse militairement que le spatial. Pourquoi je dis cela? Parce que nos produits agricoles sont frappés d'embargo, mais par exemple, il n'y a aucun embargo quand l'entreprise américaine Bell veut construire une usine d'assemblage d'hélicoptères dans l'Oural. On ne peut pas exporter de carcasses de porc, mais par contre, pour le spatial, américains, Russes, Européens continuent à collaborer ensemble, parce que c'est bien connu, dans le spatial, il n'y a aucune implication militaire, il n'y a aucun danger. Bref, des sanctions qui ont été décidées, personne ne sait vraiment comment a été faite cette liste, en tout cas au détriment complet des intérêts de la France, et en tout cas en préservant soigneusement les intérêts d'autres pays. Des sanctions qui frappent aussi nos entreprises. La France, vous le savez, est le 3e investisseur en Russie, le premier employeur étranger en Russie, et 1200 entreprises françaises sont présentes en Russie. Aujourd'hui, ces sanctions, c'est quoi? C'est une confiance qui est sévèrement ébréchée, des grands projets qui sont arrêtés. La ligne à grande vitesse, par exemple, entre Kazan et Moscou, où les entreprises françaises étaient notoirement bien placées, aujourd'hui nous passera sous le nez pour les Chinois, et des projets d'investissement qui, aujourd'hui, en France, sont totalement stoppés. Je vois M. Pauvros dans l'assistance. Je me souviens, quand j'étais ministre du Transport, avoir participé au sauvetage de l'entreprise dans votre circonscription Sambre-et-Meuse. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est un investisseur russe qui a dû se retirer parce que, tout simplement, frappé par les sanctions, parce qu'il avait une autre entreprise aussi dans l'Oural qui fabriquait autre chose que les produits à Phénix, et bien tout simplement, aujourd'hui, cette entreprise est dans une difficulté grâce, ou plutôt à cause des sanctions imposées par les banques. Dites-le à vos syndicats, parce que quand on rencontre vos syndicats, visiblement, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Voilà. Et je pense que sur cette ligne-là,
Malgré la politique, la CGT est plutôt proche de ce que je dis. Les sanctions, bref, des sanctions qui pèsent aujourd'hui durablement, je le disais, qui n'amènent rien. En conclusion, Monsieur le ministre, j'appelle à voter cette résolution parce que, je le répète, je lisais Mme Guigou qui disait hier ces sanctions sont un levier. Mais elles sont un levier sur rien. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que ceux qui ne respectent pas ces sanctions en priorité sont le gouvernement ukrainien et que ces sanctions pèsent sur le gouvernement russe et par ricochet sur l'économie de certains pays, dont l'économie européenne. Et donc, si nous ne prenons pas l'initiative d'une demande de levée de ces sanctions, on peut être assuré qu'elles vont continuer encore pendant 2 ans, parce que le gouvernement ukrainien n'a aucun intérêt. Alors, mes chers collègues, je vous appelle simplement à voter cette résolution pour 3 raisons. D'abord, parce que, dans l'intérêt de la paix, je pense qu'il est temps d'avoir un minimum de désescalade dans cette région et de montrer qu'on peut discuter. Deuxièmement, parce que notre économie, Marc Le Fur et Nicolas Dhuicq le montreront pour notre groupe, est gravement pénalisée, et tout cela sans aucun impact sur la paix. Et puis enfin, pour finir, tout simplement parce que nous sommes le Parlement français, parce que j'en ai assez d'entendre dire un certain nombre de nos collègues de dire « c'est pas nous, c'est Bruxelles ». C'est pas nous, c'est la Commission européenne. Eh bien, grâce à cette résolution présentée par notre groupe, et je me tourne vers mes collègues de la majorité, vous avez la possibilité, comme nous, de donner votre avis. Vous avez la possibilité, comme nous, de dire à nos agriculteurs ou à notre économie « on n'est pas d'accord avec ces sanctions parce que, tout simplement, elles ne servent à rien ». Voilà, je vous appelle donc à voter cette résolution, à prendre votre responsabilité, à faire en sorte d'avoir le courage, parce qu'à partir de ce vote, vous ne pourrez plus dire « c'est la faute des autres, on n'y est pour rien ». Voilà, et ce vote que nous proposerons qui sera proposé dans quelques minutes, c'est aussi un vote pour marquer la souveraineté de notre Assemblée, pour marquer la défense des intérêts de notre pays et pour marquer aussi qu'au-delà de tout ça, nous sommes attachés à la paix en Europe. Merci. Merci.